Bon, bah, trop cool, c'est très chouette. On se retrouve encore aujourd'hui pour un Maestrix avec Valentine. On nous a préparé un petit sujet là. Valentine, elle a préparé plein de ressources et de tips hyper concrets à vous partager. Donc, ça va être très lourd. Juste avant qu'on commence, je vais vous présenter mes slides. Vous me dites quand vous voyez bien. Enfin, Valentine, tu me dis parce que j'entends pas le. C'est top. C'est bon? Ok. Ouais. Juste avant qu'on commence et que je laisse Valentine se présenter et commencer à nous parler un petit peu de Mimosa, moi, je voudrais vous rappeler juste où est-ce qu'on est aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on organise cet événement. Du coup, aujourd'hui, on est chez Maestro. Maestro, c'est l'école du product management. Et du coup, moi, je suis Flavie, je travaille chez Maestro depuis presque un an et j'ai construit les Maestrix. Les Maestrix, c'est l'événement auquel vous êtes en train d'assister. Et j'en ai vu pas mal qui sont des habitués, mais il y a probablement des nouveaux qui nous rejoignent pour la première fois. C'est des events hebdomadaires pour rencontrer des experts et se concentrer pendant 1 heure sur une thématique très précise. Aujourd'hui, c'est le business growth. Et se concentrer sur cette thématique et en fait avoir son partage d'expérience, son retour d'expérience pour savoir quelle méthode il utilise, quels sont ses conseils, quel outil il met en place, quel processus il met en place aussi, pour essayer en fait un peu de se nourrir et d'apprendre de son expérience pour réussir soi-même à mettre des nouvelles choses en place dans son job de tous les jours. Et du coup, par rapport à Join Maestro, c'est du coup l'école du product management. On a des formations pour former nos alumni deviennent product manager, product owner, product marketing manager, tous les métiers qui gravitent autour du product. Et c'est des formations qui ont à cœur dans la pédagogie, la pratique. Ça veut dire que tout ce qu'on enseigne, toutes les méthodos qu'on présente, elles sont mises en pratique dans des études de cas très concrètes tirées d'entreprises réelles pour tester des méthodes OKR, tester des nouveaux outils de communication et en fait apprendre en pratiquant et du coup en se trompant, en ratant, en ayant des galères à pas réussir à tout bien mettre en place comme prévu. Et comme ça, on est prêt le jour J quand c'est dans son job pour avoir déjà pratiqué et du coup pour savoir le faire de manière plus fluide et peut-être pas du premier coup, mais en tout cas avec déjà des bonnes bases solides de compréhension. Par rapport à nos prochaines formations, je vous ai remis les dates juste là, mais de toute façon, tout est disponible sur notre site internet. Et si vous avez la moindre question, évidemment, vous pouvez me contacter. Il y a mon email sur la slide. Je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous. Du coup, comme je vous disais, les meetups, c'est toutes les semaines. Et du coup, si les Maestrix, c'est toutes les semaines, pardon. Et vous pouvez retrouver la line-up sur notre groupe Meetup. dont je vais vous renvoyer le lien dans le chat. Et comme ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil aux prochains events qu'on programme si vous voulez nous rejoindre. Aussi, les replays de nos Maestrix sont dispo sur notre chaîne YouTube. Pareil, du coup, ce Maestrix est enregistré et vous pourrez le retrouver en ligne plus tard. Et évidemment, vous avez notre site internet avec toutes les ressources. Maintenant, on va prendre une petite minute. En fait, je pense que du coup, cette fameuse thématique de comment est-ce qu'on fait pour avoir un plus grand impact business, comment est-ce qu'on fait pour avoir le business plan toujours en tête et réfléchir stratégiquement quand on est PM. Du coup, c'est un peu comme dirait Valentine, c'est le cas de tout le monde. Quand tu es PM, tu es obligé de penser stratégie et de penser impact. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin? Comment est-ce qu'on fait pour vraiment être ambassadeur de ces problématiques et pour toujours avoir cet état d'esprit, cette gymnastique d'esprit de se dire ce que j'observe, ce que je vois autour de moi, comment est-ce que je fais pour le mettre en action dans mon job? Du coup, la question là, c'est à vous de nous dire dans le chat, selon vous, qu'est-ce qui est incontournable de faire pour avoir un impact sur le business de son entreprise? Est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 tips que vous faites ou que vous aimeriez faire, que vous avez en tête? On prend une petite minute, si vous pouvez nous dire dans le chat. Souvent, au début, ça prend un peu de temps. Je sais que vous êtes timide en début de Maestrix, mais je compte sur vous pour y aller, pour poster. Alors, Audrey, trop cool, tu poses la question de différence entre product manager et marketing product manager. Je t'envoie des ressources juste après notre Maestrix sur cette problématique. Stéphane, développer la culture produit dans l'entreprise. Ouais. Lucas, user needs. OK. Audrey, benchmark concurrence et chiffres, bien sûr, toujours se renseigner. Clémence, avoir une roadmap. Of course. Olivier, participer à certains appels avec les BizDev. Très cool. Être curieux, aller rencontrer les autres équipes. Clémence, connaître le plan stratégique et répondre spécifiquement aux besoins de la vision de l'entreprise. Ouais, exactement. Donc, avoir bien en tête les objectifs de toute l'entreprise et pas juste de l'équipe produit.
Arthur, Discovery, Vision 360. Trop cool. Vous avez déjà plein d'idées. Trop bien. C'est cool. Ça va rendre la discussion encore plus enrichissante. Alors, Valentine, si je ne me trompe pas, a préparé 8 tips assez concrets de choses activables qui vont pouvoir vous inspirer pour justement pouvoir faire naître encore plus d'idées pour vous. Valentine, si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et nous dire qui t'es. Ouais, bien sûr. Donc moi, ça fait depuis 2015 que je travaille et je suis rentrée dans le monde de la fintech dès ma première expérience professionnelle chez Kiriba, qui est un éditeur de logiciels de gestion de trésorerie en SaaS. Et dans ce cadre-là, je travaillais sur le développement de nouvelles offres. Donc vraiment les premières offres qui sortaient du cœur de métier vraiment précis de l'entreprise. Donc, je suis arrivée avec une casquette de chef de projet dans cet univers-là. Et je travaillais beaucoup avec la tech, avec le produit notamment. Donc, ça a été super intéressant. Ça m'a permis de découvrir ce monde et de découvrir le B2B aussi. Et puis de commencer à réfléchir justement à ces problématiques de diversification et de croissance du business via le développement de nouveaux produits. Ensuite, j'ai rejoint United Credit, qui s'appelait Prêt d'Union à l'époque, donc qui est une fintech française qui fait du crédit à la consommation 100% en ligne, donc avec la promesse d'être plus rapide, plus transparent que les acteurs traditionnels. C'est un milieu assez nébuleux, on va dire, le crédit à la consommation. Et où j'ai fait plusieurs rôles. Je suis entrée sur le développement international. Donc, j'ai d'abord travaillé à l'ouverture de l'activité en Espagne et en Italie, en Europe du Sud. Et donc, on travaillait avec une équipe tech dédiée, donc toujours cette casquette plutôt business developer avec la vision internationale. On en reparlera plus tard. Et au bout de 2 ans, je suis passée dans l'équipe produit, au moment où on a créé l'équipe produit d'ailleurs dans l'entreprise. Et donc, j'ai travaillé sur 2 équipes produits en particulier, sur des produits d'analyse interne, de scoring, de pricing, et sur des produits plutôt de connexion avec des partenaires aussi. Et après, j'ai pris un poste on a créé une entité au sein de l'équipe produit dédiée justement à la diversification, au lancement de nouveaux produits et à la user research, parce que pour nous, c'était intimement lié, justement, on en parlera aussi. Et depuis janvier, je suis passée chez Mimosa, qui est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets de transition agricole et alimentaire, où je suis Head of Product and Growth. Et donc, en fait, comment ça fonctionne Mimosa, si je peux vous en dire un mot rapidement, ça va être en fait donner la possibilité à des porteurs de projets, donc agriculteurs ou dans l'agroalimentaire, qui ont des projets soit nouveaux, soit en croissance, qui vont être dans le sens de la transition agricole et alimentaire, donc des pratiques plus soutenables, moins gourmandes en énergie, en carbone, etc., qui vont avoir un impact positif sur les circuits courts aussi. Donc ces porteurs de projets-là vont venir se financer via différentes modalités auprès de citoyens. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs modalités. Il y a le don avec contrepartie, qui se rapproche de produits comme ce que peut faire Ulule ou KissKissBankBank, que vous connaissez sûrement. Et il y a un produit de prêt aussi. Donc concrètement, en tant que citoyen, je vais venir placer de l'argent sur ces projets-là et je vais être rémunéré par un taux d'intérêt. Donc c'est un vrai produit d'épargne en fait à impact qu'on est en train d'essayer de faire grandir. Voilà. Bien. Et donc Trop on bien. Vous est pouvez nous dire une quarantaine. Pardon, excuse-moi. Non, non, j'allais dire, si dans le chat, vous pouvez nous dire déjà si vous connaissiez Mimosa avant aujourd'hui ou si vous le découvrez avec Valentine. Et trop bien. On va revenir sur l'organisation produit du coup chez Mimosa dans une petite minute. Juste avant, ah oui, je mets ton LinkedIn dans le chat si vous voulez aller regarder plus en détail le parcours de Valentine. Alors, au menu d'aujourd'hui de ce Maestrix, du coup, on va commencer par évidemment parler de business plan. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ensuite, on parlera du métier PMM et pourquoi est-ce que ça fonctionne très bien et c'est au cœur en fait de la croissance du business. Ensuite, on verra qu'est-ce qui peut être un peu effrayant pour un product manager quand on essaie vraiment de faire grandir et monter l'entreprise. Et ensuite, Valentine nous partagera ses key tips pour cultiver sa casquette de business growth.
Et là, on fera un mini atelier, on vous donnera 5 minutes avec tous les key tips qui auront été partagés. Et l'idée, ça sera que vous essayez Je suis désolée, vous entendez sûrement mes notifications. Je suis désolée, j'ai pas réussi à les couper. Excusez-moi, je les coupe dans 1 minute, je vais trouver comment on fait. Je disais du coup, oui, les key tips pour cultiver cette casquette de business growth. Et juste après, du coup, mini atelier, on vous redonnera les tips et ça sera à vous d'essayer de cogiter, de se dire, bah, par rapport à ce tips, moi, je peux mettre ça en place. Par rapport à ce conseil, je peux mettre ça en place pour essayer vraiment directement de trouver des choses activables. Et on finira par les choses à éviter quand on fait ça pour pas rater sa stratégie. Je vais couper mon écran. Je vais couper mon Slack. Hop. Non, c'est bon. Et on peut directement attaquer. Est-ce qu'en premier lieu, tu peux juste nous redonner la vision de votre équipe produit, de qui elle est composée? Ouais, bien sûr. Qu'aujourd'hui, chez Mimosa, on est une quarantaine. Et dans l'équipe produit, donc il y a un product manager qui a fait une reconversion d'ailleurs aussi. Donc, sujet intéressant pour les gens de Join Maestro qui nous rejoignent et qui sont en reconversion. Qui s'appelle Damien, et il y a une product designer qui s'appelle Charlotte, qui a 6 ans d'expérience, et on a aussi une stagiaire en product design qui s'appelle Jessica. Donc au global, on est tous les 4, et on travaille avec 5 développeurs et le CTO. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas de squad, on est vraiment dans un mode où justement, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec le CTO, savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser sans forcément créer des squads, mais en recréant à chaque fois un peu le fameux trio product manager, product designer et un lead dev, mais qui va plutôt changer en fonction des sujets qu'on va aborder, des problématiques qu'on va aborder. Donc voilà comment on est structuré aujourd'hui. Ok. Et par rapport à ton rôle, parce qu'on n'en voit pas énormément, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire Head of Product and Growth? Ouais, donc c'est-à-dire que j'ai toute cette casquette de Head of Product, et d'ailleurs, bon, j'ai encore ma casquette de PM, hein, bien sûr, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je continue à faire du product management au quotidien. Et donc la casquette growth, en fait, ça veut dire que je vais venir vraiment soutenir le CEO sur des sujets d'études de marché, de diversification. Ça peut être aussi considéré du développement international. Donc creuser des nouveaux business models. Voilà, un rôle un peu transverse qui va venir l'épauler dans sa vision stratégique. Et donc je vais utiliser beaucoup ma casquette produit pour réfléchir à ces sujets-là. Et inversement, j'utilise beaucoup ma casquette growth dans ma pratique du produit au quotidien. Et c'est surtout sur cette partie-là dont je vais vous parler aujourd'hui. On a une petite question d'Audrey qui est arrivée. Est-ce que, du coup, tu as dit que vous étiez 40. Est-ce qu'il y a une équipe marketing en parallèle? Oui, il y a une équipe marketing et on parlera d'eux d'ailleurs. Ok. Donc c'est vrai que sur LinkedIn, avec mon titre, autant vous dire que j'ai beaucoup de chasseurs qui me parlent pour des postes de growth marketing, et ce n'est pas ce que je fais. Donc effectivement, il y a du growth marketing dans l'équipe marketing, et je trouve d'ailleurs c'est super complémentaire. Donc là, c'est plutôt growth dans le sens de growth de l'entreprise, du business. Et donc dans l'équipe marketing, aujourd'hui, ils sont 3. Donc une personne plutôt sur la com, une personne plutôt sur le growth marketing, et puis la CMO. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire tout de suite, parce que c'est quand même dans le titre de notre Maestrix, à quoi est-ce qu'on fait référence quand on parle de business plan? Ouais, c'est que ça peut être un peu provocateur, parce que c'est vrai que le business plan, c'est très attaché à des modes projets, un peu dans nos imaginaires. Souvent, quand on y pense, on l'associe à un tableau avec plein de chiffres, quelque chose d'un peu exhaustif, de très figé, en fait, avec des KPI qui reflètent des valeurs pour l'entreprise, mais pas forcément des key results, comme nous, on a l'habitude de réfléchir en produit aussi. Mais en fait, le business plan, c'est de façon plus globale, c'est une vision de là où l'entreprise veut aller. En fait, c'est une sorte de traduction de ça. Et d'ailleurs, souvent, un business plan n'est pas que composé d'un tableau. Il y a aussi toutes les slides autour de vision, d'explication de comment on veut y arriver. Donc, traditionnellement, il y a une approche projet parce qu'on se dit, OK, on veut aller là et voilà comment on va y aller. Mais depuis qu'il y a l'émergence du digital, notamment les dynamiques de marché que nous on connaît bien au produit où ça va très vite, cette approche traditionnelle de dire je veux aller là et je vais y aller comme ça, et voilà, à 3 ans, ça devient de plus en plus inefficace.
D'ailleurs, dans la biblio, je vous mettrai un livre de stratégie qui, moi, m'avait beaucoup marqué, qui a été publié en 98. Donc, c'est pas tout jeune. Et déjà, eux, ils disaient, ça s'appelle Competing on the Edge. Et en fait, ils parlaient déjà de ça, de dire, bon, bah voilà, maintenant, faut itérer, quoi. Il faut vraiment réussir à être toujours sur le fil du rasoir entre savoir et pas savoir, anticiper, réagir, etc. Donc, en fait, là, quand je vais faire référence à un business plan dans ce webinaire, c'est vraiment la capacité à faire croître son business et à faire émerger une stratégie en se réinventant pour pouvoir croître dans le temps. Et c'est pas que de la croissance numéraire, bien sûr, c'est de la croissance en termes de rentabilité, en termes d'impact. Donc voilà, c'est vraiment cette réinvention continue de la stratégie. Exactement. Du coup, on a un petit peu balayé le projet VS produit sur lequel on va pas s'étaler sur le fait que le business plan, oui, ça, c'est un peu une notion qui était rattachée projet initialement. Mais voilà, on se débarrasse de ce petit blocage qui parfois, enfin souvent fait beaucoup débat et c'est super intéressant, mais là, on a plein d'autres choses à partager. Est-ce que tu peux nous dire du coup, par rapport au job de PM, pourquoi est-ce qu'il est très bien placé, pourquoi il est hyper pertinent dans ce positionnement de business growth? Ouais, moi c'est vraiment mon intime conviction. Je pense que les product managers, en fait, ils sont naturellement transverses. C'est vrai que bon, il y a un peu cette phrase classique qui est de dire les product managers, c'est des mini CEO sur leur scope. Bah, justement, en fait, le concept d'un CEO, c'est d'avoir cette vue globale. Et donc, pour moi, c'est super pertinent qu'un PM se penche sur des sujets plutôt voilà, de business growth. Et comme je disais tout à l'heure, un peu dans le nouveau monde du digital, la stratégie, c'est des itérations. C'est pas un plan qu'on déroule pendant 5 ans. Et au final, quand on cherche des nouvelles opportunités, quand on réfléchit à une stratégie, justement comme ça, il faut à la fois connaître ce qui s'est passé, réussir à se projeter plus en amont, et en même temps être capable d'exécuter, de très bien exécuter. Et ça matche complètement avec les modes de fonctionnement produit, où on est en train de faire de la discovery et de la delivery toujours en parallèle. Et d'ailleurs, voilà, tout l'intérêt aussi de pas forcément séparer les rôles de PM et de PO, parce que c'est ces deux casquettes du PM qui vont permettre de réussir à se projeter sur potentiellement des nouveaux business, des nouvelles façons de fonctionner, etc. Et bon, je le mets en dernier, mais c'est bien sûr la pierre angulaire, c'est dans toute la stratégie, penser la valeur qu'on apporte au client, quoi. C'est vraiment c'est un point central pour justement réussir à faire quelque chose de cohérent et qui va fonctionner. C'est réussir à avoir toujours ça en tête, quoi. C'est l'étoile l'étoile polaire de la croissance, quoi. Ok. Et du coup, par rapport à ton parcours, parce que tu es passé de business à PM, Ouais. est-ce que ça te donne aussi un peu une vision différente sur ta place de PM par rapport au business? Ouais, je pense que de venir plutôt de ce monde du business, du développement, moi ça m'a déjà beaucoup, je dirais, euh, en fait, ça m'a décomplexé à utiliser des méthodes assez classiques d'analyse de marché ou de stratégie. En fait, par exemple, les matrices SWOT, donc Strengths, Weakness, Opportunity, Threat, c'est un outil dont on reparlera, mais voilà, enfin, que moi j'ai toujours utilisé et qui en fait s'applique super bien aussi quand on travaille en produit et qu'on veut développer cette partie plutôt business growth, à faire des analyses macroéconomiques, donc à toujours avoir en tête un peu le contexte dans lequel on s'inscrit, les analyses de la concurrence. Et surtout, ça m'a décomplexé à toucher et à réfléchir à tous les aspects du business à 360 degrés. Par exemple, en fait, le premier sujet sur lequel j'ai commencé chez United, c'était l'ouverture de l'activité en Espagne. Et en fait, pour faire ça, on a autant étudié les taux d'intérêt, vu qu'on est sur du crédit, que les dynamiques concurrentielles, le taux de chômage, le niveau de vie, que le rapport des Espagnols au crédit, comment ils utilisent ça, leur appétence au digital, et en même temps les contraintes légales qu'on rencontrait, toute la compliance qu'on devait faire. Enfin voilà, du coup, au final, les process qu'on allait mettre en place aussi pour répondre aux contraintes, en particulier dans ce pays, et justement au comportement des utilisateurs. Donc, ça permet vraiment de ne pas se censurer à regarder tout ça. Et donc, ça m'a aussi aidé, outre réutiliser ces outils assez facilement, une certaine méthode pour pitcher les projets aussi. Parce que quand
on va venir travailler sur des sujets aussi larges, bah, il faut convaincre de mettre des ressources qui sont souvent plus conséquentes que des ressources de test. Et donc ça nécessite aussi de savoir bien packager. Enfin, c'est un peu des skills de consulting, hein, vous allez me dire, mais c'est vrai, savoir bien packager tout ça pour réussir à le pitcher à un COMEX, à un CODIR, de dire pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'aller dans cette direction, quoi. Oui, on parle souvent de ownership, c'est ça, de la ownership de ce qu'on veut proposer. Ça, on a pas Ouais, mal de, enfin, on a des cours là-dessus avec Maestro. On a des sessions qui sont dédiées à ça, à comment est-ce qu'en fait tu construis ton argumentaire et surtout en fonction des stakeholders à qui tu vas exactement. t'adresser. Tu n'auras pas les mêmes Ouais. arguments. Et ça permet de se reposer sur quelque chose de vraiment concret et sur lequel on sera à l'aise pour le défendre. Est-ce que, du coup, toi, tu as pu passer pas mal de enfin, tu as pu être plus à l'aise par rapport à tous ces aspects. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses qui peuvent être effrayantes, oula, excusez-moi. Il y a des choses qui, à l'inverse, peuvent être effrayantes quand tu essaies de prendre cette casquette de business growth. Et je suis sûre que dans le chat et dans les participants, il y a plusieurs choses qui peut-être vous inquiètent et vous empêchent parfois d'être force de proposition. Est-ce que tu en as quelques-uns en tête, Valentine? Ouais, c'est vrai que quand on réfléchissait aussi au sujet du webinaire avec toi, je pense que moi, un de mes objectifs principaux aussi, c'est faire en sorte que les product managers voilà, se permettent d'aller Mm. réfléchir à ces sujets-là, se permettent de challenger des choses qui ne challengent pas forcément d'habitude. Et pourquoi est-ce qu'il y a parfois un peu d'autocensure en tant que PM? Je trouve que la première un peu le premier truc que j'ai observé, c'est une certaine peur de marcher sur les plates-bandes des autres métiers, quoi. Donc, Oui. déjà qu'on est transverse, enfin voilà, chacun a son expertise, on le sait. Nous, on a une vue assez générale aussi, et parfois, on n'a pas envie de les challenger aussi plus que ce qu'on se permet de le faire déjà dans le cadre de notre pratique produit. Et en fait, enfin, ça, c'est quelque chose, je dirais, dont pour moi, il ne faut pas avoir peur. Par exemple, enfin, si j'illustre, product manager de mon équipe, Damien, là, ces derniers mois, il a travaillé sur des outils internes de recouvrement. Donc, c'est quand un emprunteur ne rembourse pas son crédit, il faut récupérer l'argent. Donc, ça s'appelle le recouvrement. Donc, c'est du produit interne. Et dans le cadre de ce travail, lui, il a soulevé pas mal de points en disant, en fait, les personnes en charge du recouvrement aujourd'hui, la façon dont elles travaillent, est-ce que je peux le challenger et il me disait, bon, je pense que je peux pas trop faire ça, non et moi, je lui réponds, si, au contraire, en fait, tu es totalement légitime à challenger aussi la façon dont ils travaillent, le process qu'ils font, parce qu'en fait, tu as cette capacité-là, avec ta position de PM, à apporter du recul, et surtout, en fait, une grande partie de ton job, c'est de savoir poser les bonnes questions. Et donc, ça ne veut pas dire que tu sais mieux que les experts qui sont en Mm. face de toi, pas du tout. Ça veut dire que tu as un regard complémentaire et qui souvent peut croiser avec plus de choses. Donc, bien sûr, c'est hyper important d'avoir une posture d'humilité là-dessus, hein. Enfin, c'est un must-have, mais une fois que tu l'as, il faut surtout pas faut se permettre de faire ça. Ça apporte beaucoup à la discussion et même à l'entreprise de façon globale, quoi. Ça, c'est la première chose qui peut effrayer un product manager. Je pense que le deuxième, c'est que c'est un peu un saut dans le vide aussi. En tant que product manager, on apprend beaucoup à faire des itérations, des améliorations continues aussi, etc. Et bon, parfois, quand on travaille sur des sujets de business growth, il y a une certaine marche à franchir pour savoir si ça va marcher ou pas. Et cette marche, elle coûte parfois un peu plus cher. Elle demande un peu plus d'hypothèses. Il y a peut-être plus d'angles morts. Et donc, il y a ce petit saut dans le vide à réaliser. Et bon, ça, voilà, faut justement aussi se dire, en fait, parfois, faut suivre son intuition aussi. Et la dernière chose que je vois, c'est le manque de temps. C'est vrai qu'on se dit, bon, ça sort un peu de mon scope. On sait tous que le métier de product manager, ça demande déjà pas mal de devoirs à la maison, ça demande Oui. beaucoup de travail. Donc, est-ce que je vais en plus me rajouter ça? Euh, bah, à ça, là, j'ai envie de répondre. Déjà, c'est peut-être déjà un peu changer le regard qu'on a sur les choses. Donc, plein de choses qu'on fait déjà en tant que PM, juste parfois le considérer un peu différemment pour englober une partie plus business growth. Et puis après, ok, c'est du temps en plus. Et je pense que c'est du temps qui apporte de la valeur à vous et à l'entreprise. Et par exemple, dans mon équipe chez Mimosa, on dit, OK, au moins 1 heure par semaine. On a 1 heure chacun
individuellement bloquer dans notre agenda pour lire des choses, regarder en fait, se laisser surprendre par des insights. Ça peut être aussi lire des conversations intercom, regarder des choses sur les réseaux sociaux, enfin, bref, ce qu'on veut. Mais on se la bloque, quoi. Et moi, c'est vrai qu'avec le point que je fais avec chacun d'eux, chaque semaine, je leur dis, bon, est-ce que tu as fait ton heure, quoi. Et oui, c'est le premier truc qu'on dépriorise, mais justement, c'est pour ça qu'il faut, s'y astreindre, quoi. Voilà. Ouais, c'est hyper difficile de prendre le temps en vrai. Et ça, je voulais vous trouver un peu des ressources, comment améliorer sa veille et comment travailler sa veille, la rendre plus pertinente, comment pas avoir peur de, par exemple, un tip trop bête, mais pas avoir peur de killer des ressources. Si vous êtes abonné à plein de newsletters, vous les lisez jamais, on enlève tout et on repart à zéro et on n'en met que une et après on en met deux. Moi, je l'ai fait il y a pas longtemps, c'est pour ça que je partage ça. On avait fait un Maestrix sur comment rester pertinent dans une industrie qui bouge si vite en product design avec Claire Fénard qui est product design lead chez Mocha Financial Technologies. Et en fait, on avait vraiment essayé de passer toutes les ressources, les manières de faire et de s'organiser. Elle, c'est une machine en veille. Enfin, vraiment, elle a plein de manières d'organiser ses ressources et justement d'optimiser le temps qu'elle prend pour se renseigner et s'ouvrir aux ressources extérieures. Et du coup, potentiellement, si vous voulez aller jeter un coup d'œil et essayer voilà, de vous poser sur votre manière de faire de la veille et essayer de l'optimiser, je vous ai mis le lien dans le chat. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses que tu mentionnes et que tu dis qui reviennent beaucoup aux soft skills du PM. Finalement, vraiment, en fait, dans la manière, tant sur la manière de défendre ses nouvelles idées, de communiquer avec les autres entreprises, de ne pas avoir peur de marcher sur des plates-bonnes. C'est beaucoup de choses qui reviennent dans les soft skills, en fait, du product manager. Et du coup, maintenant, je vous propose qu'on passe aux tips que tu as préparés du coup, pour cultiver cette casquette de business growth. Du coup, il y en a 8, c'est ça. Et alors, du coup, les participants, comme on vous a dit au début, on prendra 5 minutes après la présentation de ces 8 tips pour que vous-même, vous puissiez les remettre dans votre contexte et essayer de trouver où est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous pouvez réutiliser très concrètement dès demain. Je vais vous les mettre dans le chat en même temps, comme ça, vous pouvez les avoir à l'écrit. Let's go pour le premier. Cool. Ok, bah du coup les petits tips que j'essaye d'illustrer à chaque fois et vous me direz dans le chat si vous avez besoin d'encore plus d'exemples, enfin aucun souci, le but c'est que ce soit concret, donc surtout n'hésitez pas. Je pense que le premier tip, j'en ai un peu parlé avant, je pense que c'est de se ritualiser le fait de faire régulièrement l'analyse SWOT de son produit, justement. Cette analyse de force, faiblesse, opportunité et menace, ça paraît être un outil hyper trivial, mais en fait, quand on se pose et qu'on y réfléchit, on se rend compte qu'on a pas mal d'angles morts sur ces sujets-là. Et notamment, ce que je vous conseille, c'est de le ritualiser avec d'autres personnes, soit de l'équipe produit, mais avec d'autres équipes aussi. Donc, dire, typiquement, quelqu'un de l'équipe marketing, quelqu'un de l'équipe opération, qui vont avoir des visions assez différentes aussi de nous. Et en fait, via cet exercice, ça va vous permettre de penser votre environnement de façon globale. Donc, le marché, les tendances macroéconomiques, les tendances de consommation, les dynamiques du secteur, toutes ces choses-là, en fait, qui vont venir, au final, instiller petit à petit une influence sur votre produit. Ou par contre, ça peut être assez brutal aussi, si on ne les anticipe pas. Par exemple, là, en ce moment, chez Mimosa, c'est assez récent, mais il y a tout ce qui est autour de la finance, notamment des labels de finance responsable, ce qu'on appelle les labels ISR, ça bouge beaucoup. Et en fait, d'ici 3 ans, aujourd'hui, les labels ISR, ils sont très décriés. Ils sont décriés parce que c'est pas vraiment transparent, on ne sait pas ce que ça recouvre. Est-ce que c'est vraiment de la finance verte? Enfin, je pense que vous avez peut-être entendu parler de ces débats si vous vous penchez sur les sujets d'épargne responsable. Et en fait, ils ont 3 ans pour fournir vraiment un détail de c'est quoi les sous-jacents des produits d'épargne verte, qu'est-ce qui concrètement est financé, etc. Et en fait, ça, pour nous, ça peut complètement affecter la façon dont notre produit est considéré parce qu'aujourd'hui, Mimosa, c'est vraiment une rare alternative à savoir exactement où va ton argent. Quand tu veux faire de l'épargne à impact, il y a très peu au final de produits financiers qui te permettent de faire ça. Et donc, si les labels ISR se mettent à la page, en fait, on va avoir beaucoup plus de concurrence. Donc, typiquement, se poser régulièrement pour réfléchir à ça, ça va nous permettre d'anticiper toutes ces choses-là pour ne pas attendre de réagir et de savoir qu'il y a une dynamique. Il y a une dynamique là-dessus au niveau régulatory, et donc il faut qu'on la mette, qu'on se fasse pas dépasser, quoi.
Voilà, c'est un petit exemple. Ok. Et du coup, par rapport à cet exercice de SWOT, là, aujourd'hui, tu as dans ton calendrier un point prévu dans le prochain mois avec une équipe pour se poser et le refaire. Idéalement, ouais, trimestriellement, je pense que c'est bien. Parce que si on le fait trop souvent, en fait, on voit rien. C'est aussi normal que ce soit des tendances assez longues, mais trimestriellement, c'est vraiment bien. Ok. Du coup, le deuxième tips, je pense, c'est on parlait de veille, donc juste d'alimenter sa curiosité business. Donc, on fait beaucoup de veille en tant que PM, mais essayer parfois de sortir de son cas de produit et de s'intéresser à comment fonctionnent des business. Donc vraiment, moi je vous conseille, moi j'écoute typiquement moi mes ressources, j'écoute beaucoup le podcast Génération Do It Yourself. Qui vraiment va venir interviewer des entrepreneurs. Alors c'est très long, hein, donc il faut faire un long jogging ou alors aussi cuisiner en même temps, faire des choses. Enfin bref, c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Mais du coup, c'est super intéressant parce qu'on entend parler des mecs qui ont monté leur boîte ou des femmes d'ailleurs. Hein, je dis des mecs, mais je fais pas référence à des personnes bien sûr, et qui et donc voilà la façon dont parfois, justement, moi ça m'a beaucoup inspiré sur ce fait que parfois ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire, hein, mais juste ils se lancent. Et c'est quelque chose aussi d'hyper fondamental sur ce rôle de l'intuition et de cette prise de risque qui est assez inspirant. Et après de dire justement comment ils ont réussi à faire quelque chose qui apporte de la valeur à des utilisateurs et qui est rentable. Un autre podcast que je peux vous conseiller là-dessus, c'est Le Gratin de la fondatrice de Gemio, qui est très intéressant aussi. Il est plus sous l'angle des personnes, mais du coup, c'est justement intéressant de voir, justement, de s'inspirer de personnes comme ça. Et donc, par exemple, quand vous faites votre veille, typiquement, chez Mimosa, un des concurrents sur le don, ça va être Ulule, la plateforme de crowdfunding. Et récemment, ils ont lancé une marketplace qui s'appelle Bien ou Bien où. Donc, on peut acheter des produits. Donc, c'est typiquement une diversification. Et donc, je pourrais y aller et regarder comment sont faites les interfaces, comment est fait le parcours utilisateur. Et c'est ce que je fais. Mais en plus, ce qui est important, c'est de me demander, quand ils ont lancé cette marketplace, sur quels actifs clés de leur entreprise actuelle ils ont construit en fait. Qu'est-ce qui fait que cette diversification, ils avaient les compétences nécessaires et les ressources nécessaires pour faire qu'il y ait une synergie au global. Ça, c'est vraiment une question qui est hyper clé quand tu te diversifies, c'est de dire qu'est-ce que je sais faire et que je peux utiliser dans un autre business. Et donc ça, d'essayer de le comprendre chez les autres, c'est un super bon exercice pour au quotidien, du coup, petit à petit, vous entraîner à penser à ça sur votre produit. Et tu vois, une autre question que j'essaye de me poser, c'est avec ce produit-là, quelle dynamique ça donne à leur relation avec les utilisateurs, mais au global. Ça a été quoi leurs contraintes? Comment est-ce qu'ils se rémunèrent? Le business model sous-jacent, ça c'est hyper important de se poser cette question-là. Et à terme, pourquoi ils font ça en fait? Quelle est la stratégie dans 5 ans? À quoi ça va ressembler quoi ça leur sert d'avoir rajouté une marketplace en fait? Donc voilà, donc c'est un peu ouvrir cette réflexion-là avec ces quelques questions clés. Et ça, pour ça, du coup, tu te prends des temps aussi encore dédiés où c'est une gymnastique continue, par exemple, quand tu C'est écoutes plutôt le une podcast. gymnastique, ouais. Ouais. Plutôt une C'est pas gymnastique, une question. ouais. Ok. Exactement, quand je fais ma veille. Bon, après, c'est aussi, du coup, je l'alimente en écoutant des choses qui sont plutôt dédiées à ça. Donc voilà, c'est justement vous dire ah bah tiens, ce produit il est trop cool. On en voit tous des produits trop cool dans notre quotidien et qui nous inspirent. Et donc en fait, juste de dire ah bah en fait, c'est quoi le business model? C'est quoi la stratégie? Hop, de rajouter ces petites questions dans notre cheminement personnel, quoi. Et du coup, justement, pour faire le lien un peu avec le troisième tips, je pense que sur notre scope produit, quand on a un scope dédié, c'est penser au système dans sa globalité, en fait. Comment mon scope vient interagir avec les autres, mais pas de façon, en fait, mécanique, mais vraiment de façon plutôt organique, j'ai envie de dire. Dans le livre de stratégie dont je vous parlais, ils ont une phrase qui, moi, m'avait beaucoup marqué. Ils disent business are living things, machine just run. Et voilà, c'est un peu d'avoir cette vision organique-là, de se dire en fait tout ce que je viens faire sur un certain scope produit va venir affecter, va venir bousculer des certaines façons de faire, des usages. Et c'est pas des pièces séparées. Si j'ajoute une feature, en fait, ça va peut-être avoir des incidences qui sont des signaux très faibles, mais qui vont venir en interaction, pas forcément anticipables en fait. Par exemple, si je reprends l'exemple du produit de recouvrement sur lequel travaillait Damien dans mon équipe ces derniers mois, on vient créer un produit qui va gérer les relations de recouvrement.
Mais du coup, ça affecte la façon dont travaille l'équipe métier. Or, c'est une équipe qui est partagée avec l'équipe d'analyse crédit. Donc, du coup, le temps qu'ils vont dédier au recouvrement ou leur façon de faire va venir, soit ils vont avoir plus de temps pour faire de l'analyse, soit ils vont avoir moins de temps, soit maintenant quand ils ont un outil trop cool sur le recouvrement, ils vont trouver que leur outil d'analyse est nul. Enfin voilà, ça vient créer plein d'effets en chaîne en fait petit à petit. Et c'est vrai que là je parle de produits internes parce que c'est particulièrement visible sur des produits internes, je trouve cet effet organique. Parce on travaille directement avec des gens qui sont des opérationnels et il y a un système vivant qui va réagir. Mais ça marche aussi, enfin c'est complètement le cas sur des produits externes par opposition à internes. Par exemple, là chez Mimosa, cet été, on a lancé un fonds d'investissement. Donc en fait, pour venir justement accélérer ce besoin de financement des projets qui sont en transition, on va venir créer un fonds d'investissement pour des personnes morales. Donc voilà, des investisseurs professionnels en fait, qui vont venir investir sur les collectes à côté des citoyens en fait. Et grâce à cette liquidité supplémentaire, en fait, on a pu augmenter énormément le nombre de collectes. Mais du coup, comme on a augmenté énormément le nombre de collectes, on a complètement changé la dynamique dans laquelle s'encapsulaient les citoyens, en fait. Donc maintenant, au lieu d'avoir un seul projet sur lequel ils peuvent mettre ou non de l'argent, ils ont le choix entre mettre de l'argent sur 6 projets différents. Donc, ça a complètement modifié leur façon de faire leur choix d'investissement, en fait. Et ça, c'est juste une conséquence du fait qu'on a plus de liquidité, qu'on a plus de collectes. Donc, du coup, les citoyens réagissent différemment. Enfin, voilà, c'est un peu réussir à se dire, mais comment est-ce que tout ça va interagir? Mais comme c'est vivant, c'est là que c'est là que ça devient drôle, c'est qu'on ne peut pas tout anticiper parce que justement, c'est des réactions d'un système, d'un écosystème. Donc, le plus important, c'est plutôt d'avoir cette façon de penser et d'être prêt à réagir aussi, en fait, d'identifier ce qui peut être nos angles morts pour ensuite se pencher dessus une fois que ça arrive, quoi. Okay. Voilà. C'est très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je passe donc au quatrième tips, qui est de nouer des liens étroits avec l'équipe brand and marketing. Donc on parlait d'eux tout à l'heure et effectivement, moi je trouve que c'est une équipe qui est clé pour qu'on réussisse à cultiver notre casquette de business growth parce qu'en fait, dans leur métier, ils se projettent énormément sur les cibles. Et alors que nous, au produit, on pense utilisateur actuel. Et par exemple, là, ces derniers mois, en fait, on a travaillé sur un rebranding de Mimosa qui n'est pas live encore. Hein, donc, je fais un petit spoiler sur ce qui va arriver. Et en fait, on a vraiment décidé de travailler ce rebranding main dans la main, product et marketing, ce qui est... Enfin, voilà, moi je n'avais pas forcément vu ça ailleurs auparavant. D'habitude, on se marche aussi un peu sur les pieds. Et en fait, tout ça va arriver jusqu'à un design system, bien sûr. Et en fait, pendant ce travail de rebranding, nous, on leur a apporté une connaissance des utilisateurs actuels. Donc, on a vraiment mené beaucoup de tests de perception sur notre base, sur comment nos utilisateurs actuels appréhendaient la marque, se projetaient avec elle, etc. Et eux, en fait, ce qu'ils nous ont apporté, c'est vraiment cette capacité à se dire, OK, nos utilisateurs aujourd'hui, ils ressemblent à ça, c'est nos personas, mais demain, je veux parler à ces gens-là. Et c'est pas les mêmes. Et en fait, au début, je sais qu'avec la product designer, ça nous a un peu bousculé aussi. On se disait, oui, mais c'est pas nos utilisateurs. Bah oui, non, en fait, c'est pas tes utilisateurs, mais si tu veux grandir, bah tes utilisateurs, ils vont changer, effectivement. Il va falloir venir encapsuler des gens que tu n'as pas aujourd'hui. Et donc, en fait, eux, c'est super naturel pour eux, cette façon de réfléchir. Donc hyper clé de parler souvent avec eux. Et typiquement, en fait, les remarques qu'ils ont s'ils font l'animation des réseaux sociaux sur nos ads, sur nos pubs, c'est des gens, c'est des utilisateurs auxquels le produit, on n'a pas du tout accès, en fait. Donc, hyper intéressant d'avoir leurs insights là-dessus, quoi. Je pense qu'il faut vraiment les voir comme des partenaires et non pas comme des concurrents. Et je sais que c'est des scopes souvent pas évidents à gérer en overlap, mais si vous prenez ce prisme de nous, le produit, on leur apporte une connaissance actuelle et eux nous apportent une connaissance de cible, ça peut aider beaucoup à aussi à ce que la collaboration soit fluide. Et du coup, justement, à propos de ces cibles, ça m'amène au cinquième type. Alors, qui est... on a une petite question sur ce que tu as mentionné de Emeline. Comment est-ce que vous avez mené les tests de perception côté produit? Ouais, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on pourrait faire un webinaire en entier, je pense, et je pense qu'on va écrire un petit article là-dessus pour étoffer.
Mais du coup, on a vraiment essayé d'identifier nos différents personas côté produit. Et on a travaillé beaucoup sur la trame. Comment est-ce qu'on pouvait réussir à emmener des utilisateurs dans l'entretien dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel, en fait, de réussir à les faire monter dans un registre très émotionnel. Et d'ailleurs, c'est notre product designer qui a mené tous les entretiens, parce qu'il y a aussi ce côté-là dans le design, de mettre l'émotion au cœur du produit. Et donc, en fait, on a fait des entretiens, quoi. Vraiment, on a fait une quarantaine, je pense, d'entretiens. Des entretiens quali. Ouais, exactement. Ouais. Désolée, j'avais pas précisé. Donc voilà, et du coup, effectivement, ce côté un peu cible, en fait, moi, c'est vraiment... Là, je pense que c'est le type qui, pour moi, est celui qui, personnellement, a été le plus game changer dans mon approche de la business growth, c'est d'identifier l'effet de halo de son produit. Et quand je dis l'effet de halo, en fait, c'est tous les gens à qui le produit va venir parler ou qu'il va venir toucher sans qu'ils soient des utilisateurs, en fait. Ça, là-dessus, il y a un article vraiment génial de Adam Nash, que je vous mettrai en biblio, sur justement les growth opportunities, où il parle de ça. Et en fait, ces gens-là, c'est des viviers justement de croissance énormes, parce que ils sont déjà en contact quelque part avec votre produit, mais on n'a jamais réfléchi à la valeur qu'on peut leur apporter. Par exemple, en fait, ça a vraiment été la base d'un dernier nouveau produit qu'on a lancé chez United, qui était un produit de coaching budgétaire qui s'appelle United Coach. En fait, d'où il est parti cette opportunité? Elle est partie d'un constat qu'on a fait avec le CPO en se disant, mais en fait, aujourd'hui, on fait du crédit à la consommation, et on accepte que 7% des gens qui viennent nous demander un crédit. C'est-à-dire qu'il y a 93% des gens qui sont en contact avec le produit qui, au final, ne bénéficient jamais du produit, donc ne deviennent jamais utilisateurs. C'est juste monstrueux, en fait. Bon, là, c'est vraiment... Et en fait, ces gens-là se disent, mais déjà, comment ils le vivent? C'est une expérience super particulière d'être refusé. Donc, comment ils le vivent? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur profil? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Et en fait, on s'est aussi un peu penché. C'est des gens qui donnent accès à leurs informations aussi pour qu'on puisse leur faire une réponse. Et en fait, on les refusait beaucoup pour des raisons budgétaires, en fait, parce que justement, on pensait qu'ils n'étaient pas solvables. On s'est dit, OK, bah, nous, on est capable de leur dire qu'ils ne sont pas solvables. Mais on ne leur dit pas, en fait. On leur dit juste non. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller faire, à aller créer, en se disant, bah, nous, on a la capacité, on a la compétence, justement, mon key asset en tant qu'organisme de crédit, c'est d'analyser les budgets des gens. Et ces gens-là qui ne sont pas mes utilisateurs, je pourrais peut-être leur apporter une autre valeur qui est un feedback sur leur budget, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on a pris le point de départ pour creuser justement ce nouveau produit de coaching budgétaire. Et justement, c'est mon tips d'après, mais pour un peu tester justement ces idées qu'on avait sur ces utilisateurs-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une proof of concept avec un faux produit. Et là, c'est un peu un autre tip, qui est je pense qu'il ne faut surtout pas avoir peur de faire des POC inspirés du growth hacking. Parce qu'en tant que product manager, on le sait que vous allez faire un truc bien dans le temps après. Enfin, voilà, on a horreur de la dette aussi, donc on va finir par l'absorber. Donc, faut pas se priver de ce genre d'outils, de dire, OK, bah là, en fait, typiquement, voilà, on a fait des écrans. Alors oui, bien sûr, ça demande de faire plein de parties pris sur le design, mais ça permettait d'illustrer le concept, en fait, sans vraiment trop réfléchir non plus. Donc, on a fait un mini produit qui était juste une IHM, en fait, et qu'on a mis en ligne sur le site. Et on a monitoré le taux de clic, on a monitoré comment les gens se comportaient dessus. On ne l'a pas laissé très longtemps parce qu'à la fin, on disait bah, désolé, le produit n'est pas disponible, bien sûr, hein, parce que histoire d'être transparent. Et en fait, ça nous a permis de vraiment d'avancer sur potentiellement l'appétence, les freins, d'observer en fait les comportements. Parce que c'est vrai que bon, ça, c'est quelque chose vous avez sûrement beaucoup entendu, mais parler aux utilisateurs, c'est bien, observer, c'est encore mieux. Et un autre exemple, c'est je travaillais sur potentiellement justement le produit de crédit en Roumanie. Donc, on réfléchissait au marché roumain. Et en fait, pour tester un peu justement ce marché, on a juste acheté 500 € d'AdWords, en fait. Et on a acheté ça pour voir justement, derrière, on avait mis un typeform. Avec ces 500 €, combien de leads potentiels ça générait, qu'est-ce qui bloquait, quel type de personne c'était, etc. Et donc ça, typiquement, je l'ai fait avec l'équipe marketing aussi. Hein.
qui sont nos meilleurs alliés dans tous ces outils-là. Il ne faut pas avoir peur de se lancer là-dessus. Ça permet justement de tester et d'avoir des éléments pour pitcher aussi derrière. Ok, trop bien. Et le POC, du coup, pour revenir, c'est une maquette. En fait, c'est un produit Ouais, il y très a rapidement C'est sans. ça, exactement. Il y a plein de façons de l'imaginer. Là, typiquement, c'était des interfaces derrière lesquelles rien n'était branché. Donc, c'est juste presque que du HTML, quoi. Ouais. Ou l'achat de AdWords, en fait, c'est de dire je mets un petit budget sur Google et j'achète un mot-clé pour voir est-ce que c'est le bon positionnement, est-ce qu'il y a vraiment une demande, etc. Ça peut être ça, ça peut être plein d'autres choses, en fait. Voilà, ces techniques un peu de tester très vite des choses qui derrière n'ont pas du tout vocation à durer, mais qui nous permettent d'avancer concrètement en fait. Ok. Il y a Aurélien qui propose un proto-Figma, mais du coup, Ouais, ça peut être tout à fait un proto-Figma, ouais, complètement, c'est sûr. Voilà, bon, j'ai avancé assez vite sur les derniers, mais il y en a un qui me tient un peu à cœur aussi, c'est d'accepter de ne pas pouvoir tout mesurer immédiatement. Parce que quand on se lance sur des sujets de business growth, c'est des choses qui peuvent être des game changers. Ça peut aussi déstabiliser un peu l'organisation. C'est bien d'avoir des analytics en place, mais en fait, si on reste collé aux chiffres, en fait, ça risque de tuer dans l'œuf les initiatives qui sont super prometteuses. Donc, en tant que PM, c'est vrai qu'on aime bien voir tout de suite si on a un impact sur les choses et c'est super important. Mais en fait, dans ce genre de sujet, je pense que c'est bien d'attendre que ça stabilise un peu. Parce qu'en fait, on a souvent beaucoup plus d'hypothèses aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et parfois, on a besoin de plus de temps que d'habitude pour voir si elles étaient bonnes ou pas. Par exemple, quand on a lancé le produit United Coach, la première semaine, les résultats n'étaient pas du tout au niveau attendu. Au niveau en termes de taux de conversion, par exemple. Mais si on s'était dit tout de suite, ça marche pas, c'est super dommage. En fait, aujourd'hui, le produit il cartonne. Moi, j'y suis plus, mais j'ai toujours des nouvelles. Et en fait, c'est plus de se remettre dans cette logique de dire, j'ai fait plein d'hypothèses différentes. Faut que je fasse attention à pas tout changer d'un coup, quoi, aussi. Donc, faut que je fasse attention à pas vouloir tout de suite avoir un impact sur les chiffres. Observer quelles sont les choses justement, quelles sont les hypothèses qui se révèlent les meilleures, qu'est-ce qui a l'air d'être le plus prédictif et de changer les variables une par une. Voilà, c'est un peu aussi un Ce qui est hyper dur à accepter d'ailleurs quand on a besoin d'expliquer derrière ou d'argumenter sur ce qu'on fait. Ouais, et d'ailleurs, enfin, j'avais échangé avec Estelle Auboin dans The Product Tape sur ce sujet-là. Moi, je trouve qu'à ce sujet, là, on commence à toucher à des sujets d'orga, donc c'est carrément quand on lance un nouveau produit, mais c'est bien quand on se dit qu'on lance un nouveau produit, de lui rendre un peu autonome dans l'orga, sans l'isoler, mais de le rendre un peu autonome et de dire après la période de launch, il y a une période de post-launch justement où on laisse quelques semaines où on ne doit pas rendre de compte. Négocier ça dès le début, un peu ce temps de ressources additionnelles en disant, enfin voilà, il me faut 4 semaines avec la même squad, les mêmes personnes et où on nous lâche la grappe sur les chiffres pendant 4 semaines, le temps que justement on observe et qu'on puisse en tirer les bonnes conclusions, quoi. Ok. On a une question juste d'Alexandre. Quels sont les KPI que tu analyses? Mais du coup, est-ce que tu peux nous donner un... Oui, ça dépend vraiment des projets. Donc, je pense que, alors, dans le cadre de Business Growth, au-delà des KPI, justement, pour rejoindre le point, moi, je trouve que quelque chose d'hyper important, c'est d'avoir du session replay. Parce que justement, ça dépasse un peu le KPI. Et pourtant, c'est ce qui va te donner beaucoup d'insight. Et après, je peux avoir un peu de mal à te répondre parce que ça va vraiment dépendre du produit. Sur un produit comme le coaching budgétaire, on regardait par exemple le nombre de gens qui allaient jusque à la restitution des résultats, qui nous donnaient accès à leurs données pour qu'on restitue les résultats, le nombre de personnes qui activaient les conseils, le taux de rebond, bien sûr aussi. Voilà, ça va dépendre vraiment de ton produit. Et voilà, et le dernier... c'est de rêver grand, quoi. Je pense que quelque chose là-dessus, ça paraît peut-être un peu bateau, mais vraiment, enfin, il faut réussir, faut se dire, ok, enfin, faut pas se mettre de limites, je pense. Et justement aussi dans la tech, c'est quelque chose qui est génial. Souvent, c'est quelque chose que me disait beaucoup mon ancien lead dev, c'était bon, dans la tech, tout est possible. En fait, c'est juste une question de coût, mais en soi, il n'y a pas de limite. Et donc voilà, de ne pas avoir peur de ça.
Et il y a notamment un autre article que je vous partagerai, qui m'avait beaucoup inspiré, qui est sur ce qu'on appelle les moonshot vision, justement, cette capacité à voir très grand, un peu des gens comme des Steve Jobs, même des Elon Musk, et sur le rapport qu'ils ont à la cannibalisation de leurs produits. Et en fait, de dire qu'au final, parfois, on se censure parce qu'on se dit, ouais, mais on fait déjà ça, ou si on le fait, ben, en fait, ça va venir rogner sur notre produit actuel. Et en fait, leur point, c'est de dire, bah, il vaut mieux que ce soit toi qui cannibalise ton propre produit plutôt que ta concurrence qui le fasse plus tard, quoi. Donc voilà, là-dessus, pas se mettre de limite là-dessus, je pense que c'est hyper important. Trop bien, hyper clair. Je vous ai partagé les articles directement dans le chat. Alors, je vois qu'il nous reste 9 minutes. Si ça vous va, je vais présenter tout de suite la fenêtre avec tous les conseils hyper concrets que vient de nous partager Valentine. En tout cas, merci beaucoup. Même moi, ça m'a vraiment inspiré à fond. Je sens que je vais me placer cette heure de veille obligatoire dès demain. Du coup, si vous pouvez nous dire dans le chat tout de suite, enfin directement à chaud, est-ce qu'il y a des petites idées qu'on pop-up par rapport à vous, par rapport à votre quotidien, par rapport à ce que vous faites? On se prend 2 minutes et juste après, on passera au risque à éviter avec Valentine. Alors, je ne sais pas si vous allez en avoir. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez le mettre dans le chat aussi, hein. Comme ça, on se rend compte peut-être que c'est pas direct et qu'il vous faut dormir dessus pour que ça vienne. Mais voilà, on peut prendre une petite minute. Ok, Emeline, elle va mettre la matrice SWOT. Ah bah ça revient aussi avec Céline. Trop cool. Ouais. Ça sera à dormir dessus pour Julien, très bien. Enfin, manger dessus vu qu'il est 13h. Ouais. Veille prospective, ok Audrey. L'effet halo des non-utilisateurs directs, qui était hyper intéressant, surtout quand on voit que vous avez transformé, enfin que vous avez fini par répondre et donner de la valeur à des non-utilisateurs. On se dit que faut vraiment se poser dessus et prendre le temps. On a peut-être d'autres personnes, ou peut-être pas. Beaucoup de dormir dessus, comme Julien. Ok, bon, bah, trop cool. En tout cas, moi, je vous les remettrai bien. Vous savez, vous avez l'habitude avec les Maestrix d'avoir un petit email de récap. Je remettrai les ressources qu'a partagé Valentine et puis ces exemples-là. Comme ça, vous pourrez un peu vous les remettre en tête après. J'arrête de partager et si ça vous va, on part du coup sur les risques à éviter dans l'autre sens. Les choses dont il faut vraiment faire attention. Ouais, je vais essayer de faire succinct pour qu'on respecte bien le timing. Je pense que le premier point, ça rejoint un peu à quelque chose dont on a évoqué, mais c'est de ne pas sous-estimer l'importance du storytelling sur les sujets de business growth, en fait. Au final, on vient pitcher des choses assez larges, plus ou moins floues, plus ou moins mesurables, comme on se dit. Et donc, en fait, vraiment réussir à trouver l'histoire qui va faire mouche auprès des directions des différents métiers. Parce que là aussi, voilà, vous allez élargir votre casquette de PM. Donc, réussir Enfin, des outils basiques comme la stakeholder map prennent tout leur sens aussi dans ce genre de sujet. Par exemple, voilà, sur le produit United Coach chez United, on avait vraiment essayé de trouver un pitch avec le CPO qui était un peu provocateur, mais on savait que parce que c'est ce que aimait bien ce COMEX-là aussi, c'était si on était le premier institut de crédit à te refuser un crédit parce qu'on pense que tu peux te financer par toi-même. Et voilà, ça c'était le pitch qu'on avait trouvé pour essayer. C'est une sorte de storytelling, bien sûr, hein, c'est hyper exagéré, mais c'est l'idée. Et là, un peu, l'idée, c'est n'hésitez pas à faire appel à vos product designers. Hein. Franchement, ils sont trop forts pour justement donner du concret. Et ça, et le visuel pour réussir à pitcher quelque chose, à créer une histoire, je pense, ça a une valeur qui est inestimable. Donc, n'hésitez pas à les embarquer avec vous dans tous ces sujets-là, d'ailleurs. Et savoir oui. stimuler, c'est marrant parce que c'est un peu comme la prise de parole en public. Je trouve que c'est des notions, en fait, on a l'impression d'être bon. Et en fait, généralement, on n'est pas bon tant qu'on l'a pas travaillé. Et c'est dur à admettre, mais une fois qu'on l'a accepté, on peut se poser sur des techniques, des méthodes et retravailler un peu les méthodes. Je vais regarder si j'ai des ressources là-dessus aussi pour apprendre à bien storyteller. Je pense que j'ai 1 ou 2 articles qui pourraient vous donner un peu des clés là-dessus. Ouais,
Ouais, on vient toucher à de la stratégie, donc on vient toucher à du long terme, à de la vision, à des choses qui sont un peu évanescentes. Donc voilà, c'est là où storytelling prend beaucoup de sens, quoi. Je pense qu'il faut éviter de se décourager trop vite. Bon, ça, on en a déjà un peu parlé, hein, mais faut être persévérant et, et super important de suivre aussi un peu ses intuitions. Un autre risque que moi j'ai pu observer, et que j'ai vécu d'ailleurs, c'est de rentrer un peu dans un tunnel. Donc par exemple, notamment si on commence à lier des sujets un peu innovants, un peu de business growth comme ça, avec des migrations techniques, ça pour moi c'est vraiment la chose à éviter totalement, parce que déjà que c'est des sujets qui coûtent potentiellement un peu plus cher, si en plus on les lie à des migrations techniques, ils risquent de jamais sortir en fait, ou de sortir trop tard. Il y aura beaucoup trop d'attentes. Par exemple, nous on a fait cette erreur-là quand j'étais chez United sur un produit de rachat de crédit, où vraiment pour pouvoir le sortir, on s'est dit bon, on va profiter pour refactorer, mettre à plat tout ça. C'est pas forcément le moment, quoi. Ouais, c'est important de faire du refacto, mais sur ces lancements-là, ça peut vraiment faire capoter quelque chose qui aurait été prometteur, quoi. Un petit risque aussi, je pense, c'est d'éviter de penser justement mécanique, en se disant je vais rajouter ça et ça va venir faire un ensemble cool et non pas organique, comme je disais. Donc vraiment jamais sous-estimer qu'on a toujours un angle mort sur la façon dont le système dans sa globalité va réagir. Moi je le voyais par exemple quand j'étais chez Kiriba, quand on a lancé ces nouvelles offres, ça a complètement déstabilisé l'organisation. Ça paraissait infime, hein, c'était 1% du chiffre d'affaires. Mais en fait, comme ça impliquait un nouveau métier, des nouvelles façons de faire du sales, des nouvelles façons de considérer les clients, etc., en fait, ça a vraiment cristallisé des tensions qui étaient sous-jacentes. Donc voilà, on ne peut pas forcément l'anticiper, mais il faut être prêt à réagir là-dessus. Et bon, bien sûr, pas non plus se défocaliser de son core business. Bien sûr, là, on commence aussi à toucher à des questions d'organisation, mais si ça prend de l'ampleur, je pense que c'est important de réfléchir vraiment à l'organisation qu'on veut mettre en place pour continuer à être bien focalisé sur ce qu'on sait faire et ce qui nous rapporte aujourd'hui ce qui crée aujourd'hui notre valeur pour les utilisateurs et pour l'entreprise, quoi. Voilà. Trop bien, hyper clair. C'était speed. Mais oui, du coup, on n'a pas encore beaucoup de temps et il y a encore une petite notion que je voulais aborder avec toi. Je pense qu'on va peut-être prendre encore 5 minutes. Si vous voulez bien rester connecté avec nous un petit rap de temps. Par rapport à Mimosa, je suis désolée, j'enchaîne direct. Par rapport à Mimosa, du coup, est-ce que vous recrutez en ce moment? Je sais qu'il y a pas mal de participants qui potentiellement recherchent. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue de recruteuse? Et du coup, est-ce que vous recrutez? Et surtout, qu'est-ce que tu évalues pendant tes processus d'entretien? Ouais, là, tout de suite, on n'a pas de poste ouvert. Je pense qu'on va probablement recruter l'année prochaine au moins un product manager. Parce que là, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de travail. Et dans notre processus, en fait, au début, moi, je fais toujours un call pour parler de l'entreprise, des enjeux, comprendre un peu les motivations de la personne et aussi vraiment, au-delà de la fiche de poste, c'est important de lui donner plus de contexte sur dans quoi ça s'encapsule. Et aujourd'hui, je pense qu'en produit, le rôle de product manager est très différent d'une organisation à l'autre aussi, donc de lui expliquer comment ça marche chez nous. Et ensuite, on fait un entretien produit. Et là, la particularité de notre process, c'est que le business case, moi, j'aime bien le faire à chaud. Parce qu'en fait, je trouve que quand on fait un business case à la maison, tout le monde pense à prendre du recul, à penser problème plutôt que solution. Mais quand on est à chaud, c'est pas si évident que ça, en fait, hein. On a tous un peu des réflexes de dire, tout de suite, on s'embarque dans une solution. Et souvent, je fais un business case avec une situation où moi, j'incarne un métier qui vient voir un produit en disant, en fait, on voudrait faire, par exemple, ce que j'avais beaucoup utilisé l'année dernière, c'est, on veut lancer des codes promo sur Mimosa. On a entendu, là, on a parlé avec la concurrence, ça marche trop bien, c'est un super levier d'acquisition chez eux, donc il faut absolument qu'on lance ça, quoi. Et voilà, de comprendre un peu, pouvoir évaluer, en fait, je pense qu'en product management, tu as la capacité à savoir écouter, à savoir justement, les métiers vont, même si tu as une super culture produit, ils vont quand même, c'est assez, je pense, utopique de leur demander de penser besoin tout de suite. Et bon, au final, c'est pas grave hein, s'ils viennent te voir avec des solutions. Ce qui est important, c'est de savoir les écouter, savoir petit à petit les challenger pour les faire remonter justement au niveau du besoin.
Et après, il y a une deuxième casquette qui est celle de savoir prendre des décisions. Et souvent, savoir prendre des décisions à chaud aussi. Et dans des situations où tu n'as pas tous les paramètres et tu ne contrôles pas tout. Donc voilà, c'est vraiment ça que moi, j'essaye d'évaluer en entretien. Cette capacité à parfois un peu se dire, OK, je ne peux pas tout anticiper. Et par contre, il vaut mieux que je sache réagir. Et je me suis donné les moyens de pouvoir réagir, quoi. Okay. Voilà. Trop bien. Et du coup, ce cas, c'est en fait une mise en situation en live ou c'est juste à chaud, il y a trop... Ok, d'accord. C'est une mise à situation en live. Ok, c'est pas... voilà, je suis ton métier, pose-moi des questions, comment tu te comportes avec moi, etc. Quoi. Ok, très bien. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Valentine. Franchement, c'était merci à vous. Super complet. Beaucoup de tips super concrets. Si vous voulez nous dire un petit peu les participants dans le chat, moi j'aime bien faire ce système de notation de 0 à 5 pour qu'on ait un peu une idée de à quel point ça vous a servi. Est-ce que vous ressortez vraiment avec des conseils concrets? Du coup, 0, c'est vous avez rien appris et vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Et 5, c'est que bah, voilà, vous avez des choses activables dès demain que vous pourrez mettre en place. 5, 4, 5. Top! La mission a plutôt été bien remplie. Cool. Bravo. Trop bien. Bah, super. Merci à tous d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. C'est trop cool. Et puis peut-être squeezer votre pause déj. Merci. Moi, je vous remets les liens dont je vous ai parlé au tout début du webinaire avec le lien vers notre meetup où vous pouvez retrouver tous nos events Maestrix, les replays sur YouTube, mais évidemment, je vous enverrai le lien vers ce replay avec Valentine et le site internet John Maestro si vous voulez aller jeter un coup d'œil à notre site et à notre école. Et voilà, et je vous remettrai tout dans l'email récap. En tout cas, merci beaucoup Valentine de rien. de faire passer ensemble et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à bientôt. Bon après-midi. Au revoir.